Audencia Business School vous présente le Tout Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce tout dernier Tout Éco de la saison, le magazine économique grand format de Télé Nantes en partenariat avec Audencia, numéro spécial puisque vous le voyez, nous avons délocalisé notre plateau. Nous sommes ici à l'école d'ingénieurs Polytech Nantes qui accueille l'université d'été Jules Verne ce 7 juillet, événement d'un jour à l'initiative de 35 clubs et réseaux d'entreprises de la région, notamment le MEDEF de Loire-Atlantique. Bonjour Vincent Combeuil. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'organisation patronale ici dans le département. Un petit rappel, le MEDEF, ici, c'est combien d'adhérents ? Alors nous représentons 1700 entreprises avec les branches professionnelles de toute taille, de 0 salarié au grand groupe. Plutôt des petites entreprises ou des grandes entreprises? Plutôt des petites. Plutôt des petites. Voilà, on a 3/4 de nos adhérents qui ont moins de 50 salariés. Est-ce que la ligne que vous défendez ici dans le département, c'est la même que celle qui est défendue au niveau national du MEDEF national à Paris? Ou bien vous avez vos propres positions, vos propres combats? Oui, nous avons nos sensibilités qui sont propres, mais nous avons les mêmes combats que le MEDEF national, c'est-à-dire de défendre la liberté de l'entreprise et de la libérer d'un certain nombre de pesanteurs. Globalement, là-dessus, il n'y a pas de problème, nous sommes totalement dans la ligne du MEDEF. Là, vous suivez ce que dit Paris, le doigt sous la couture? Non, parce qu'on est indépendant, parce qu'on est une association indépendante qui adhérons volontairement au MEDEF national. Donc nous avons une façon de prendre ou de ne pas prendre certains mots d'ordre, mais nous sommes tout à fait globalement dans la ligne du MEDEF, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis vous devez peut-être écouter davantage vos adhérents qui ne sont pas les mêmes peut-être qu'au niveau national. C'est peut-être pas la même proportion de petites entreprises dans le département et au niveau national? Non, c'est exactement la même à peu près. Oui. Nous avons à peu près la même proportion, même au niveau national, sur tous les MEDEF de France, c'est plutôt 90% d'entreprises de moins de 50 salariés, donc beaucoup de petits, dont nous écoutons les problèmes et les soucis. Et les problèmes et les soucis sont les mêmes dans le sud, dans le nord, dans l'est et dans l'ouest, globalement. Et donc il y a cette université d'été Jules Verne, c'est l'occasion de parler de ces petits ou de ces grands problèmes des patrons. C'est quoi cet événement? C'est les patrons parlent aux patrons? Alors on est déjà pendant un événement syndical, on va dire. On est là plus là pour réfléchir ensemble aux évolutions diverses du monde de l'entreprise, plutôt que sur des problèmes purement syndicaux. Voilà, on est plus pour se réunir, pour brainstormer ensemble. C'est-à-dire que c'est plus large que les positions habituelles qu'on entend dans les médias, pur et dur du MEDEF. Tout à fait, ouais. oui, pur et dur, je vous laisse le propos, mais en tout cas, on est plus là dans une réflexion avec des gens très divers. Des gens qui ne sont pas forcément d'ailleurs dans les positions du MEDEF ou des entreprises en général, mais qu'il est intéressant d'entendre pour réfléchir avec des propos divers, variés. Alors, et nuancés. Précisons, parce qu'il y a 800 personnes attendues sur cet événement. Tout à fait. Qui sont les participants? Alors, les participants sont essentiellement des dirigeants d'entreprise, donc chefs d'entreprise et puis tout le staff dirigeant de l'entreprise, mais aussi des salariés plus largement, parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont fait venir des salariés, qui ont offert la place aux salariés qui le souhaitaient. Donc des entreprises qui viennent 10, 20, 30 salariés voilà, pour partager ces moments-là. Alors, de nombreuses tables rondes, des conférences, et puis un thème cette année central. Aujourd'hui, cette question, aujourd'hui, c'est qui le patron? Voilà. Alors voilà, c'est évidemment un petit clin d'œil. C'est qui le patron? Bon, c'est la petite blague, et un peu clin d'œil, qui veut dire derrière, effectivement, que on s'interroge aussi beaucoup sur l'évolution finalement de l'autorité dans l'entreprise, le rôle du chef d'entreprise, parce qu'il est bousculé par pas mal de choses. Oui. L'irruption du numérique, par exemple, qui est une évolution importante à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais à la fois dans la relation avec le client. La place de la finance dans l'entreprise. Est-ce que je suis toujours patron ou est-ce que c'est mon banquier ou mon financier? Est-ce que c'est l'administration du fisc ou du travail qui est la patronne chez moi? Est-ce que ce sont les syndicats? Est-ce que ce sont les associations environnementales, etc. Il y a plein d'interrogations comme ça. Et puis les générations nouvelles ont une relation à l'autorité, à l'entreprise qui n'est pas tout à fait la même. Donc c'est intéressant de s'interroger sur cette évolution.
Tout ça pour reconnaître à la fin qu'il y a quand même encore des patrons, donc ils doivent probablement Ils ont servir encore du quelque pouvoir, chose. ils ont encore du pouvoir au sein des entreprises. Ils ont effectivement un rôle décisionnel qui est fondamental. Mais il est peut-être davantage partagé, ce pouvoir. En tout cas, il faut davantage le partager Il est demain. probablement davantage partagé, davantage en collaboratif. Il n'empêche qu'à la fin, il y a bien quelqu'un qui prend une décision dans un sens ou dans un autre. Mais c'est vrai que le rôle collaboratif est probablement plus important. Et puis l'effet d'entraînement du patron, l'effet de celui qui donne la vision, qui fédère une équipe, qui motive une équipe, ça c'est vraiment fondamental. Beaucoup de poids sur les épaules de ce patron, on vrai dire. Toujours, Hein, beaucoup toujours. de poids, toujours. Et peut-être plus encore aujourd'hui. Mais ils l'ont choisi, ils ont choisi de prendre des risques et de prendre ce poids-là sur les épaules. Alors justement, merci Vincent Combaille d'être venu nous présenter cette université d'été Jules Verne. Un patron qui a pris des risques, on va en recevoir un dans quelques instants. Il s'agit d'Hervé Balusson, PDG du groupe Allmix, spécialiste des algues. On le reçoit juste après la virgule. Bonjour Hervé Balusson, merci d'avoir accepté l'invitation de ce Tout Éco. Vous étiez ce matin un des intervenants de la plénière d'ouverture de cette université d'été Jules Verne avec ce thème de réflexion, patron bousculé mais toujours debout, point d'interrogation. Êtes-vous, Hervé Balusson, un patron bousculé aujourd'hui dans vos certitudes, dans le monde dans lequel on vit ? À bousculer dans mes certitudes, non. Moi, je suis par contre un patron qui a été bousculé, qui a voulu bousculer des grandes économies et qui aujourd'hui est en train de récolter les fruits de ces bousculades. Ce que vous voulez dire, c'est que vous avez pris des risques au début, Oui. que vous avez gêné, dérangé. On a investi sur des marchés qui sont en mutation. Et c'est pas hier, c'est il y a 20 ans. Donc sur le sans pesticides, le sans antibiotiques, le sans sel, le sans polyphosphate. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet, c'est même un sujet mondial. Alors, vous êtes à la tête, on va vous présenter plus concrètement, vous êtes à la tête d'une belle entreprise, effectivement, Allmix, créée il y a un peu plus de 20 ans en Bretagne, qui aujourd'hui pèse 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, en tout cas c'est l'objectif 2016, 600 salariés, dont 250 en France, un groupe coté en bourse. Vous êtes présent dans une centaine de pays dans le monde, vous venez de recevoir le Grand Prix des entreprises de croissance organisé par le ministère de l'économie et des finances, catégorie Green Tech. Et votre réussite s'est construite sur les algues. Pour vous, c'est le produit miracle du XXIe siècle. C'est une matière première, les algues, c'est une matière première, sans doute un nouveau pétrole vert, pétrole bleu. C'est une matière, je dirais, renouvelable à l'infini, qui nous vient de la mer, le plus grand champ de la planète, qui capte le CO2. Et bien avec ces algues, dans les 20 dernières années, on a monté toute une industrie où, en allant les chercher dans l'eau fraîche, en les sortant, les craquant, les jus pour le végétal, la biomasse pour l'ingrédient food, les molécules pour en faire des produits santé animale, santé humaine demain. Ça, ce sont les différentes applications que vous avez imaginées. Qu'on a imaginées, qui aujourd'hui sont des produits. Donc, qui sont commercialisés. Oui, qui sont sur le marché, qui rentrent sur le marché. Donc, par exemple, pour les plantes, il s'agit de quoi c'est des biostimulants foliaires sur lesquels on a purifié les molécules. Et de l'engrais. C'est des liquides à biostimuler sur les feuilles et qui aujourd'hui répondent sur des maladies telles l'oïdium, le botrytis tomate. Sur la vigne et qui vont nous permettre donc de faire du vin sans pesticides, des tomates, des melons. Aujourd'hui, c'est développé à Végénov à Saint-Paul-de-Léon et c'est en partenariat avec la CICAD Saint-Paul-de-Léon dans un programme BPI. Et tout ça, c'est en train d'arriver sur le marché. C'est des programmes qui ont été mis en place il y a une dizaine d'années. Et le marché était local au départ et devient mondial. Vos produits intéressent aujourd'hui les pays dans le monde. Ouais. Plusieurs pays, par exemple. C'est surtout, alors, ce qui est intéressant dans notre concept, il y a plein de sociétés qui travaillent sur les substitutions de ces matières, de cette agrochimie. On est sur un marché en évolution. Ce qui est fort dans le concept d'Allmix, c'est d'avoir réussi à imaginer il y a 20 ans que ces fameuses algues qui arrivaient sur les plages et qui envahissaient un peu les côtes et qui amenaient une sale image bretonne. Ouais, les algues vertes. Les fameuses algues vertes. On ne traite pas que les algues vertes. Ouais. On fait de l'algue verte. D'ailleurs, l'usine qui va être montée en Vendée, c'est de l'algue rouge.
ces fameuses algues, on leur a trouvé un débouché. D'un problème environnemental, on l'a transformé en solution à valeur ajoutée. Mais aujourd'hui, vous en êtes où de votre développement? Tous ces produits sont commercialisés. Donc on a parlé des applications vers les plantes, mais il y a aussi des applications comme d'utilisation des algues comme complément alimentaire pour les animaux, également et pour les hommes. Vous en êtes où? C'est encore à l'état de recherche ou c'est commercialisé aujourd'hui? Aujourd'hui, on les trouve en boutique, vos produits? Non, aujourd'hui, les 130 millions d'euros, c'est ces produits. Donc on est à la 3e usine. Donc on a une première usine dans le Nord Finistère en association avec la CICAD Saint-Paul-de-Léon. On a le siège d'Olmix en Centre-Bretagne à Bréant qui est sur l'extraction moléculaire, la mise au point de tous ces produits. Et il y a une usine qu'on vient de racheter en Vendée à Saint-Hilaire-de-Riez, où on va monter la filière d'exploitation sur ces algues rouges, un gros gisement d'algues rouges, Soleria, à l'île-Dieu, qui aujourd'hui sont en test, en validation et qui rentrent sur le marché, qu'on teste depuis 2-3 ans. Et on va en plus développer un pôle de nutrition santé avec Atlampôle, ici sur Nantes. Une nouvelle filière industrielle en train de naître aujourd'hui? Oui, c'est une filière qui naît, elle n'est pas née, elle est même plus qu'aujourd'hui, on peut penser, cette filière c'est 5-6 000 emplois, puisqu'on va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on transforme nos produits dans les filières agricoles. Aujourd'hui on est en train de sortir le poulet aux algues, la dinde aux algues, le cochon aux algues sans antibiotiques. Donc un procédé qui s'appelle Saga, sans antibiotiques grâce aux algues. Et des groupes comme Doux, des groupes comme CECAP, des groupes comme Fleury-Michon se portent intéressés, sont en développement. Donc c'est un vrai sujet, c'est la nutrition santé de demain. Faire, je dirais, avec moins, mieux et plus sain. Alors, vous vous occupez d'algues de grandes dimensions, mais il y a aussi les algues microscopiques qui, d'après les scientifiques, offrent également des débouchés très intéressants, notamment dans le domaine de l'énergie. Les microalgues pourraient être le biocarburant de demain. À Saint-Nazaire, on y croit, la plateforme Algosolis y travaille et teste une petite usine pré-industrielle. C'est un reportage que nous avions diffusé dans le numéro de Tout Éco consacré au réchauffement climatique et à la COP21. Je vous propose, Hervé Balusson, de le regarder ensemble et on en parle juste après. Les microalgues ne sont pas du genre à buller. Alimentation, cosmétique, dépollution, BTP ou biocarburant, leurs domaines d'application sont prometteurs. Mais pour faire naître une véritable filière, il faut trouver le moyen de produire ces micro-organismes à grande échelle. C'est l'une des missions de la plateforme Algosolis à Saint-Nazaire. C'est une plateforme de recherche publique, de recherche et développement, alors très appliquée parce qu'on a une échelle pré-industrielle, on est réellement l'étape avant d'en faire une industrie, un marché. Une usine de microalgues, ça sera plusieurs centaines, milliers de mètres carrés à terme. On est loin de ça ici. On fait à peu près 3000 mètres carrés sur la plateforme Algosolis. Mais à ce stade-là où on en est, c'est suffisant pour démontrer que c'est viable, en tout cas obtenir toutes les données nécessaires à la fois sur la technologie et sur les rendements de production pour montrer que derrière, il y a un avenir ou pas sur une filière donnée. Inaugurée il y a 4 mois seulement, la plateforme n'est pas totalement opérationnelle et toutes les machines ne sont pas installées. Mais la petite usine a déjà lancé ses premiers projets de recherche, en particulier sur le biocarburant. Ce sont des microalgues récoltées, donc on a concentré, alors elles sont congelées, elles sont sous forme congelée pour les conserver. Et ça représente à peu près ce qu'on a produit ce dernier mois. Et une partie de cette biomasse va servir en fait à faire des essais biocarburants, les premiers essais sur la plateforme sur les biocarburants. C'est dans le cadre du programme Diesalg, qui est un programme de collaboration donc, entre plusieurs laboratoires. Il y a une partie de cette biomasse qui part à Grenoble. La deuxième partie reste ici sur Saint-Nazaire et on va travailler, nous, à un autre type de procédé qu'on a développé, qu'on appelle l'extraction en voie humide, qui permet en fait de récupérer les huiles contenues dans cette biomasse pour en faire directement du biodiesel derrière. Algosolis espère convaincre des industriels de s'associer à ces travaux. Fin octobre, un colloque spécial microalgues était organisé à Saint-Nazaire. Sur 2 jours, il affichait complet.
Parmi les entreprises présentes, de grands groupes internationaux, Total, Airbus, Veolia ou encore Engie. Le marché mondial des microalgues est évalué à plus de 5 milliards d'euros. Voilà pour ce sujet sur les microalgues, une filière présentée comme une filière d'avenir. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse, les microalgues? Vous, je le rappelle, c'est plutôt les macroalgues. Ouais. Ouais. Ah bah bien sûr que ça m'intéresse. Sauf que la microalgue, bon, je connais le sujet au niveau mondial. J'étais chez Solazim il y a 15 jours aux États-Unis. C'est certainement le plus avancé dans le monde. Vous avez des doutes. Je sens que vous avez des doutes. Non. La finance américaine a sorti les moyens pour faire aboutir. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un marché. Maintenant, il va falloir mettre de gros moyens. Solazim aux États-Unis, c'est 400 millions de dollars. Ils ont levé 200 millions au Nasdaq et ils ont 200 millions d'endettement. Et donc, ils sont en train de dérouler des pilotes au Brésil sur de l'industrie du sucre en sous-produits pour faire de la microalgue, biofuel, nutrition santé. Non, la microalgue, c'est un énorme marché. C'est la révolution. Mais qui peine à c'est pas sortir. ça. C'est la révolution de demain. Ouais. Mais il va falloir mettre d'énormes moyens. Et en France, on est capable, même les Américains avec leur grosse monnaie, sont capables de ne rien trouver. On est capable de trouver des choses ici. Effectivement, mais il va falloir falloir des choses qui se l'industrialiser. font. Ici, Non, on l'a vu dans ce reportage avec ce laboratoire à Saint-Nazaire. Vous-même, vous misez sur, bien sûr, votre service R&D qui représente, je crois, 6% de votre chiffre d'affaires aujourd'hui. À l'Ouest, on est à la pointe sur ce domaine des algues. À l'Ouest, on est même les champions du monde. Sur la macroalgue, si le groupe a évolué de cette façon, c'est parce que en 1850 a été monté le CNRS de Roscoff. Il y a 300 chercheurs au CNRS et l'algue on connaît. Et à Saint-Nazaire, on est dans le même cadre sur ces filières algues en Bretagne, notamment au niveau de la recherche. On est une des régions dans le monde qui a certainement investi le plus en recherche. Et donc cette avance que l'on a au Donc, niveau de cette la avance, recherche, il faut la capitaliser. Elle peut faire la différence. Et c'est très très bien la filière microalgue qui se développe autour de Saint-Nazaire et de Nantes. Maintenant, il va falloir mettre des gros moyens. Et je comprends l'engouement de ces chercheurs. Mais derrière, c'est les pilotes, les preuves de concept. Et j'ai cru comprendre dans cette émission que les grands de l'industrie s'y approchent. Il va falloir qu'ils sortent le carnet de chèques. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce sujet des algues? Est-ce que votre parcours, vous avez un BTS agricole obtenu à Pleuhermel, c'est bien ça, en Bretagne. Vous êtes passé par un grand groupe agrochimique et puis ensuite, vous avez créé Allmix. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser aux algues? Il y a 20 ans, cette filière algue, elle existait déjà en Bretagne. Il y a une grosse application dans les domaines de la cosmétique. Donc moi, l'idée, il y a 20 ans, ça a été d'utiliser ces technologies de la cosmétique, argile-algue, pour la transférer sur l'animal. Et donc on a créé un produit qui s'appelle Mistral, qui a fait il y a 20 ans le prix du bien-être animal. C'était un des premiers produits sur le marché. Et ce produit, aujourd'hui, il est connu dans le monde entier. Et son image, c'est de la French cosmétique adaptée à l'hygiène animale, avec un beau nom, Mistral La Provence. Et donc c'est Mistral un produit gagnant, en l'occurrence. Mistral gagnant, et c'est un Mistral qui a fait gagnant, qui nous a fait connaître à travers le monde. Alors à travers le monde, puisque vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires à l'international. Pourquoi d'ailleurs d'abord à l'international plutôt qu'en France? Il y a 20 ans, il faut bien comprendre que des produits de bien-être animal, des algues, des argiles qui allaient remplacer des antibiotiques, c'était loin d'être mûr. Si on a réussi à décoller, c'est parce il y a 20 ans, on est parti sur l'Asie. Donc les Chinois, les Asiatiques, les Japonais et les Coréens, ils mangent 20 millions de tonnes d'algues. Donc inévitablement, mangeant et utilisant les algues dans leur pharmacopée, on est arrivé avec des produits en disant c'est à base d'algues pour soigner les animaux. Le produit il est rentré sociétalement sans problème. Il a fallu 20 ans pour qu'ici on comprenne. Et puis bon, il y a autre chose. Ici, c'est les lobbying de l'agrochimie, du pharma, qui font qu'on ne rentre pas sur ces marchés-là comme ça. Et aujourd'hui, c'est la demande du consommateur. Parce qu'on n'a pas dit que l'antibiotique est mauvais, au contraire, l'antibiotique a sauvé le monde, mais il ne faut pas en donner aux animaux, il faut se le garder pour l'homme. Si justement on a développé en Asie, c'est parce qu'en Asie, culturellement, ils l'ont accepté. Et aujourd'hui, si on ouvre ces marchés sur l'Occident, c'est parce que le consommateur réclame
un poulet sans antibiotiques, un cochon sans antibiotiques. Et aujourd'hui, on a Vous ce êtes qu'il en faut mesure de pouvoir répondre au marché. Ouais. de pouvoir répondre au marché. On va poursuivre dans cette émission, Hervé Balusson. Je vous propose de revenir avec vous sur quelques thématiques abordées par l'émission au cours de cette année. On commence, si vous voulez bien, avec l'égalité au travail entre les hommes et les femmes, ou plutôt le manque persistant d'égalité. Voici ce qu'en disaient nos invités EES à l'époque. Je vous propose de regarder. Je suis devenue chef d'exploitation parce que j'estimais que ça faisait 15 ans que j'élevais les porcs, donc j'avais des compétences. Et j'étais aussi secrétaire comptable, donc je faisais les papiers d'exploitation. Donc ça méritait largement de diriger l'exploitation. L'intérêt d'être souvent la seule femme, c'est que moi, on m'oublie pas. Je suis un petit peu un extraterrestre pour eux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des femmes dans les milieux dans lesquels j'évolue. Des techniciens, des mécaniciens dans l'agricole, dans le TP, même sur des postes de commerciaux, nous n'avons pas de candidature de femmes. C'est une question qu'on ne pose jamais à mes collègues hommes. Et comment tu vas faire avec tes enfants? Alors que c'est une question qu'on nous pose systématiquement. Ariane Renaud, vous avez réglé le problème, puisque vous travaillez avec votre mari, c'est bien ça? Oui, nous, on a deux PME, la PME professionnelle et la PME familiale. Après, c'est une question de gouvernance, tout s'organise, je suis assez d'accord. Une femme qui quitte l'entreprise à 17h, qu'est-ce que tout le monde pense? Elle va aller chercher ses enfants. Un homme qui quitte l'entreprise à 17h, qu'est-ce qui est dans la tête de ses collègues? Il va aller à une réunion, il va aller voir un client, etc. Aujourd'hui, une femme, elle postule sur un poste quand elle a 80% des compétences, alors qu'un homme y va quand il en a juste 50%. Et je pense que le plafond de verre, c'est aussi ça. Et on se pose beaucoup plus la question d'est-ce qu'on a les compétences que finalement est-ce qu'on a envie. C'est clair que les promotions ne tombent pas forcément, donc il faut aussi y aller, il faut oser négocier, se former, échanger, réseauter. C'est là où vraiment le fait d'échanger avec d'autres femmes, c'est là où vraiment j'en ai pris conscience. Et à partir du moment où je me suis dit mais en fait, je comprends mieux, j'ai jamais... Et déjà, il y a quelque chose qui se passe. C'est un sujet, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit en première partie d'émission, sur lequel ça avance, mais sur lequel il ne faut rien lâcher parce que culturellement, c'est quand même pas encore totalement intuitif et dans l'ADN, quoi. Retour sur le plateau de Tout Éco, un plateau délocalisé ici à l'école d'ingénieurs Polytech Nantes à l'occasion de l'université d'été Jules Verne organisée par une trentaine de réseaux et de clubs d'entreprises de la région. Notre invité est Hervé Balusson. On vient de voir ces témoignages de femmes. Leur constat est assez sévère sur le manque de reconnaissance, la différence encore aujourd'hui de traitement dans les entreprises, notamment au niveau du salaire. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, c'est vrai qu'on vient de loin. Il y a eu des grosses améliorations quand même. Faut admettre que, je dirais, dans les 20 dernières années, elles ont quand même obtenu de belles choses et ça continue. Et, comment ça se passe chez vous, chez Olmix? Je ne sais pas si, sans le vouloir, il y a plus de femmes que d'hommes. Ouais. Et en termes d'encadrement, c'est pratiquement au-dessus pour elles aussi. Alors, ça n'a pas été volontaire, mais ça démontre que je pense que nous, on est en mode start-up. C'est pas une histoire d'homme-femme, c'est celui qui a les capacités qui prend. Alors je pense que cette histoire d'homme-femme, c'est justement dans la vieille économie. Ouais. La vieille économie, ces grandes structures, c'est là qu'il y a le réel problème. Et je suis pas sûr que l'histoire de l'homme-femme dans la génération Y et tout ça, ça les passionne. C'est la naturalité, c'est... où justement ils auront cassé tous les codes. Vous pensez qu'il n'y a pas besoin de quotas éventuellement pour casser le plafond de verre, permettre aux femmes d'accéder davantage aux postes à responsabilité? Si, mais je pense qu'on est en train d'essayer de jouer sur des vieilles coutumes, sur des dogmatismes, sur beaucoup de choses. Et naturellement, vous verrez, la génération Y, ça sera 50-50 et on ne regardera pas un homme, une femme. Ça va venir naturellement. Après, c'est un sujet de société. C'est un sujet de société, effectivement. Et donc, on le sait, c'est un fait, les femmes assument davantage de choses à la maison, davantage la charge des enfants. Et elles sont en demande aussi de pouvoir concilier à la fois leur vie privée et leur vie professionnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises, votre entreprise, répond à ces demandes? On essaye de s'adapter, on essaye de faire au mieux.
On n'est pas parfait. Maintenant, je dirais avec le numérique, avec les nouvelles technologies, avec l'évolution de ces managements d'entreprise, je pense que la femme aura de plus en plus de facilité par rapport justement à ce travail famille. Il faut être très élastique. Vous favorisez le télétravail, par exemple? S'il le faut, oui, et ça va plus loin. C'est-à-dire que souvent, même on dit à une mère de famille, reste donc 2 ou 3 mois de plus avec ton bébé, ça se passera beaucoup mieux. Et je dirais souvent, c'est même la femme qui revient parce que elle a envie de reprendre le travail. Mais là-dessus, on est vraiment élastique. Et de toute façon, je dirais, aujourd'hui, si on rentre dans cette économie mondialisée, il faut être en bonne santé, il faut des entreprises en bonne santé. Pour avoir des entreprises en bonne santé, il faut des compétences, enfin, il faut des gens en bonne santé. Et justement, c'est l'équilibre familial qui fait qu'il y a un bon équilibre dans l'entreprise. En tout cas, en tant que patron, vous êtes sensible et attentif à cela. Oui, et je pense que c'est... Pour moi, c'est pour ça, c'est des débats un peu du passé. Et vous allez voir la génération Y qui vont tout nous révolutionner. Alors, justement, la transition est toute trouvée. On va parler justement de cette génération Y, puisque c'était une des autres thématiques de ce Tout Éco cette année. On les appelle aussi Digital Natives ou Millenniums. Ils ont entre 20 et 35 ans. Ils sont hyper connectés et intègrent massivement aujourd'hui le marché du travail. Illustration, dans une agence de communication à Saint-Herblain, les salariés qui ont tous moins de 30 ans nous confiaient à l'époque leur vision de l'entreprise et du travail. Ouais, salut Laura, ça va? Oui, ça va et vous? Impeccable. On commence le stand-up? Ça roule? Chaque jour de la semaine, à 12h45, l'équipe de cette petite agence de communication a un drôle de rituel. Une réunion debout devant un nuage de post-it. Par exemple, les tickets verts sont pour nos clients externes, les jaunes pour l'interne, les rouges pour les récurrents. Et ça permet d'avoir la visibilité sur l'agenda de tout le monde et potentiellement se balancer les post-it entre personnes, quoi. Donc si j'ai fait ma tâche par exemple sur la partie communication et que ça doit passer au marketing, j'ai plus qu'à baisser le post-it. Il n'y a plus de réunionnite, on fait juste ce point tous les jours. Ça dure un quart d'heure, comme ça à 13h, de toute façon on a faim donc on va manger. Et ça permet de ne pas passer 5 heures dans des réunions où les interlocuteurs ou les personnes ne sont pas forcément concernées et se tournent un peu les pouces. Et dans le reste, la signalétique quand chez Cabine se donne. C'est à l'américaine, stand-up effectivement, et c'est plus esprit jeune, start-up carrément. Un esprit start-up qui se poursuit avec un déj équipe 2 fois par mois, l'occasion de faire un point sur les attentes de chacun. C'est pas comme une réunion très classique, c'est un peu plus freestyle, quoi. Ça peut être aussi bien du professionnel, des projets, mais ça peut être aussi des difficultés qu'on rencontre en ce moment, que ce soit professionnel mais aussi personnel, qui font que ça a un impact sur notre travail au quotidien. Des choses qu'on a aimées, des choses qu'on a moins aimées, des idées qu'on aurait envie de mettre en place pour l'équipe, pour qu'on se sente bien au travail. Comme ses collègues, Pauline appartient à la génération Y. À 27 ans, elle est la nouvelle responsable marketing de l'agence. Les outils numériques n'ont pas de secret pour cette jeune femme hyper connectée. Ça me permet d'être tout le temps à l'heure, puisque dès qu'on a un événement, dès que j'ai une alerte pour un rendez-vous, une réunion, ça me le rappelle. Et donc je suis sûre comme ça de jamais être en retard. Très impliquée au bureau, Pauline l'est aussi à distance. Son employeur favorise le télétravail. Elle n'a pas hésité. Chaque mercredi, elle délocalise ses activités professionnelles à la maison. Je pense que les jeunes aujourd'hui ont envie d'avoir un peu plus de liberté, de pouvoir travailler là où ils se sentent bien, pas forcément là où on leur impose de travailler. On a besoin d'avoir un environnement qui est propice à la créativité. Je pense que ça correspond à la volonté des jeunes aujourd'hui qui ont la bougeotte, qui ont envie de vivre des choses et non plus de travailler pour vivre simplement derrière. Génération Y attendent non pas forcément de la reconnaissance en termes de statut, eux ils ont envie d'avoir un vrai équilibre entre la vie perso et la vie pro et qui n'est pas forcément une scission comme ça pouvait être le cas quelques années en arrière. Et donc notre mode d'organisation aujourd'hui favorise tout ça, la flexibilité, le télétravail fait qu'on emmène aussi le travail à la maison et vice versa. Donc c'est des atouts pour attirer la génération Y, mais au-delà de ça, les gens qui cherchent un environnement plaisant et beaucoup plus flexible que des entreprises plus classiques. Et c'est vrai que l'organisation du travail est sans doute ici moins figée qu'ailleurs. Le groupe de 300 personnes auquel appartient l'agence de Pauline et Martin défend un management libéré
Plus d'autonomie et de participatif, moins de hiérarchie et des relations entre générations, semble-t-il, apaisées. On est très ouvert au sein d'Innovon et donc on a un peu la même mentalité, sincèrement. Donc on ne voit pas de différence non, d'une personne à une autre. On ne pourrait pas dire, à part physiquement au niveau de l'âge, mais on ne pourrait pas dire si c'est génération X ou si c'est génération Y. Ils n'ont pas de frein, ils sont à l'aise tout de suite. Ils s'adaptent vite à notre mode de fonctionnement. Donc je pense que la génération Y, elle est faite pour être dans une entreprise libérée. Une entreprise où on questionne au quotidien l'humeur du salarié et où la sieste n'est pas interdite. Voilà pour ce sujet sur la génération Y. Hervé Balusson, comment ça se passe chez Allmix? Je rappelle, 600 salariés, c'est quoi la moyenne d'âge? C'est très jeune, c'est 30, 32, 33 ans. Donc vous êtes confronté quotidiennement à cette génération Y. Ils sont difficiles, on les dit instables, individualistes. Pas réellement, puisque moi j'y suis déjà dans cette génération Y en fait dans l'entreprise. On est en mode start-up, un projet, un groupe de travail, après chacun s'adapte. Et puis en plus ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. On les dit difficiles à manager. Alors difficile à manager, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez une expérience internationale, quand on dit difficile à manager la génération Y, allez voir les Chinois. Moi, les bureaux de Shanghai ou de Pékin ou du Vietnam, le Vietnamien ou le Chinois, il va même pas discuter 5 minutes avec vous. Si vous n'êtes pas dans l'augmentation, si ça lui plaît pas, c'est boum boum, il est parti et il part ailleurs. Donc c'est encore un truc, je dirais, un peu franco-français, là, cette histoire d'adaptabilité. Et dès que l'entreprise elle est un peu internationale, de toute façon on est confronté à ce genre de choses. Donc cette génération Y... Alors comment vous procédez pour déjà pour les recruter? C'est du turnover. Pour les séduire et les garder. Ah, vous avez du turnover? Non, non, justement, on n'en a pas. Ouais. Mais c'est qu'on sait s'adapter. Et de toute façon, si vous sortez un peu de la route, il y a du turnover, justement. Ouais. Donc, alors qu'est-ce que vous faites pour les garder? Qu'est-ce qu'on fait? Comme on est sur des sujets passionnants, plein de potentiel et des sociétés qui grandissent, donc des jeunes prennent des places importantes dans le groupe. On est en mode start-up et c'est beaucoup plus facile que d'intégrer des jeunes. Même avec 600 salariés, parce qu'on imagine une structure assez lourde, un peu pyramidale. Non, elle n'est pas pyramidale justement, ouais. Elle est en business model. On est en mode start-up. Et donc, justement, le problème de l'intégration, c'est dans les grands groupes qui ont déjà toutes ces pyramides installées. Et c'est là qu'il y a un choc de culture entre la jeune génération Y et, je dirais, les entreprises qui sont déjà hyper structurées, hyper rigides. Vous, c'est pas le cas du tout? Non, on n'est pas dans ce cas-là. Vous avez des outils on est dans en place pour justement permettre cette souplesse? On est dans l'innovation, on est dans l'international, depuis le début. Et de toute façon, nous, il n'y a pas le choix. On paye des équipes de développement, il sort un produit et il faut qu'on le rentre sur le marché. Donc c'est marche ou crève. Enfin, ça marche ou ça marche pas. Donc on est dans le binaire. Et ce discours-là, il est entendu par cette jeune génération? Oui, bien sûr. Le marche ou crève, vous l'avez dit. C'est marche ou crève et le produit, il sort ou il sort pas. Et c'est un succès ou ça n'en est pas un. Donc c'est toute une culture qui s'est instaurée. Et à force de tourner autour de la structuration de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a réussi à monter un écosystème qui fonctionne. Mais on l'a vu dans ce reportage, on a l'impression qu'il faut davantage leur offrir à ces jeunes générations un cadre de travail favorable, un peu cocon pour les aider à se dépasser, à mieux travailler. C'est parce qu'on essaye de copier un peu les Google et les Facebook et tout ça. Parce que dans la Silicon Valley, ils se sont mis à mettre des grands hôtels. D'ailleurs, pour regarder la santé de l'économie, on regarde le nombre de baby-foot vendus, le nombre de billards pour les salles de billard, pour voir l'ambiance de ces entreprises. Moi, je veux bien, mais enfin, j'irais toute personne aujourd'hui compétente et de toute façon trouve du boulot. Si elle se sent bien dans cette entreprise, elle reste. Si elle se sent pas bien, elle trouve autre chose. Et ça, c'est pareil. On est un peu encore dans le vieux dogme de gérer où on rentre dans une entreprise à vie ou enfin bon. C'est tout ça aujourd'hui, ça n'existe plus. Tout ça va bouger justement. Ouais. Donc vous inquiétez pas, la génération Y, elle va imposer son standard et elle est déjà en train de l'imposer.
Allez, nouvel extrait d'un numéro de Tout Éco de cette saison, un numéro consacré aux réseaux économiques. Ils sont nombreux. La preuve ici même, à l'école d'ingénieurs Polytech, avec cette université d'été Jules Verne. Il y en a pour tous les goûts de ces réseaux. Réseaux d'affaires, réseaux pour accompagner les créateurs d'entreprises, défendre un métier, un secteur d'activité. Que vient-on y chercher? Quels sont les critères de sélection? Favorisent-ils ces réseaux le business? Peut-on s'en passer? Je vous propose, Hervé Balusson, de regarder ce qu'en disaient nos invités à l'époque, donc dans ce numéro de Tout Éco consacré aux réseaux économiques. On regarde et on en parle juste après. Les raisons pour lesquelles les entrepreneurs viennent dans des réseaux, je pense qu'elles sont multiples, mais la raison principale, c'est l'échange avec ses pairs. Est-ce que je suis un réseauteur novice? C'est la première fois que j'essaye de rentrer dans un réseau, avec la peur que ça génère, avec parfois le coup de pied aux fesses dont on a besoin pour se dire il faut que tu ailles, il faut que tu sortes de chez toi, il faut que tu discutes avec d'autres. La personne qui veut créer une entreprise, moi je peux passer tout de suite un message, il ne faut pas qu'elle reste seule. Dans un réseau, il ne faut pas hésiter à s'engager et à prendre l'initiative. On ne perdra jamais de temps parce qu'on connaîtra du monde, on verra de nouveaux sujets, de nouvelles problématiques à aborder. Donc ce sera toujours un investissement heureux. On parle peut-être de 3 types de flux, 3 types d'échanges, des opportunités de business, des ressources, des conseils, des compétences, des amitiés. Ces réseaux, il faut qu'ils soient organisés et il faut qu'ils soient professionnalisés aussi, parce que c'est un vrai métier. C'est peu fréquent que des entrepreneurs se mettent ensemble pour prendre des affaires. Le point fondamental, c'est de se faire confiance. Il y a forcément, lorsqu'on répond à un projet de ce type, il y a des trous dans la raquette. Malgré tout, il y a un moment donné, il faut se mettre d'accord. Et puis, il y a quelque chose de très fort, c'est la solidarité. Tout à l'heure, vous en parliez un petit peu. Vous, elle est financière, nous, elle est beaucoup plus amicale, conviviale. Et ça, c'est fort dans un réseau. Puis les affaires viennent tout naturellement après. Je suis vraiment une jeune entreprise, surtout sur Nantes, et j'en apprends tous les jours, je rencontre des gens tous les jours, et l'agence, le studio se développe tous les jours grâce à ça, grâce aux rencontres. En effet, il y a un état d'esprit qui est plutôt pas mal. Il se trouve que j'ai habité un peu en dehors, sur Paris et surtout sur Marseille. Et à Marseille, c'est pas pareil, quoi. Est-ce que parfois le réseau peut se transformer en club un petit peu fermé? Je chambre d'économie de Nantes, on a été confronté à ce problème-là, où soit des avocats, des experts comptables se retrouvent entre eux et finalement ne veulent pas intégrer d'autres personnes. C'est un certain confort, donc il faut effectivement ouvrir ce réseau. Toutes les études sociologiques montrent que les acteurs qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux sont aussi les plus investis dans les réseaux physiques. Donc voilà, faut casser cette mythologie de la virtualisation des rapports humains, c'est pas vrai. Moi je pars au Québec l'année prochaine, je vais rencontrer des gens extraordinaires que je n'aurais pas pu rencontrer sans Twitter. Hervé Balusson, on a entendu ces témoignages. Vous, en tant qu'entrepreneur, je suppose que vous jugez qu'appartenir à un réseau, c'est indispensable aujourd'hui pour avancer dans le monde économique. Oui, et je ne vois pas comment, sans réseau, on pourrait même y arriver, puisque dans un écosystème, un truc ne peut pas fonctionner dans un petit coin. Vous-même, vous faites partie de nombreux réseaux? Oui, on fait partie de plein de réseaux. Moi, je suis dans France Biotech. On est adhérent de plein d'associations, de plein de collaborations. D'ailleurs, on est une entreprise reconnue pour mettre en place des réseaux de collaboration, même en exploitation. Si on est en train de monter une filière algues qui va de la pêche, le pêcheur, la collecte, le bureau affinage et après tout mettre ça en réseau, tout mettre ça en filière, c'est par le réseau qu'on y arrive. Mais est-ce que vous allez à la rencontre d'autres entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité pour forger votre expérience? Il le faut, parce que de toute façon, pour arriver à faire ce qu'on fait, on est obligé de toucher à différentes choses. Et j'irai chacun son métier en plus. Et c'est surtout la force, c'est de trouver les bons partenaires. Comment vous faites? Comment vous choisissez vos partenaires, vos réseaux, les gens avec qui vous allez discuter, échanger C'est beaucoup au feeling, à la rencontre. On est quand même appelé aujourd'hui à participer à pas mal de rencontres, d'associations. Enfin, on est dans vous le monde. Sollicité souvent? Oui, on est dans le monde du réseau. Ouais. Alors c'est vrai que quand vous sortez d'une petite PME de l'ombre et vous arrivez, je dirais, je pense pas qu'on soit vraiment l'exemple sur le sujet. De toute façon, c'est même pas nous qui allons chercher les gens, c'est les gens que ça se met naturellement en place. Au début, quand vous avez démarré, vous avez eu besoin des réseaux
pour lancer votre affaire? Ça a été très dur, hein. Vous savez, il y a 20 ans, dire qu'avec des algues, on pouvait remplacer les antibiotiques, qu'on pouvait une poudre d'un mélange d'argile et d'algues, on faisait le bien-être d'un porcelet. Il fallait se lever de bonne heure ici pour l'expliquer, hein. Et d'ailleurs, il valait mieux se taire. Donc nous, on a trouvé nos marchés en Asie. Donc dans un premier temps, ici, ça a été une plateforme de R&D et de production. Moi, j'étais absent. J'ai ouvert 20 filiales dans le monde, donc j'étais absent pendant pratiquement 15 ans de la zone. J'y reviens aujourd'hui. Vous y revenez en conquérant? Oui, en conquérant, non. C'est parce que le marché s'ouvre ici. Mais effectivement, on essaye justement de réseauter de plus en plus, quoi. Est-ce que là, dans les témoignages qu'on avait sur l'émission consacrée au réseau, on a des initiatives originales ici en Pays de la Loire? Je pense notamment aux PME de Néopolia, ces industriels qui s'associent pour aller gagner des marchés dans la construction navale, dans l'aéronautique. Est-ce que cette idée-là de s'associer avec ses concurrents, c'est une idée intéressante pour être plus fort à l'international? Elle est très bonne. Ouais. De toute façon, on est des Lilliputiens, hein, l'état même de la Bretagne, Pays de Loire, on peut parler de se marier, de ne pas se marier. On est Lilliputiens, de toute façon, à l'état du monde. Donc, effectivement, et la seule solution pour arriver justement à représenter quelque chose, ça va être de représenter un territoire. Et donc, si on n'est pas capable de s'associer, de collaborer avec son concurrent, c'est pas grave. Et c'est justement là-dessus qu'il va falloir travailler, sur la mise en réseau. Et ce que vous avez fait dans les Pays de Loire est exceptionnel. Néopolia, je connais. On a travaillé avec eux. C'est eux qui ont mis le bateau de pompage algues, qui ont financé, qui ont trouvé les solutions en Vendée. D'ailleurs, je pense que le pôle nutrition santé qu'on est en train d'essayer de constituer sur Nantes à Tampol, c'est justement aujourd'hui, s'il arrive là, c'est pas pour rien, c'est parce que vous avez montré la voie et que ça fonctionne. Par ces clusters, par ces réseaux, et si on prend Atlampol ou toutes les dynamiques que vous avez créées, Néopolia et autres, c'est ça qui va capter, qui va capter les entreprises demain, qui va faire aboutir, cristalliser des projets et qui va faire que... Même si au sein de ces réseaux, on est parfois concurrents. Mais je vois pas pourquoi. C'est pas grave. Je vois pas pourquoi. On peut se piquer des idées. Mais le marché, de toute façon, il est très bougeant et il est mondial. Donc il y en a pour tout le monde. C'est pas comme si on raisonnait pour un petit marché de territoire. Là, ce qui était hier, d'ailleurs, la vérité, puisque c'était en fait, fallait tuer le concurrent pour survivre ou c'est lui qui vous tuait. Mais aujourd'hui, ces deux concurrents peuvent s'allier et aller conquérir le marché mondial. Allez, on termine avec un sujet qui occupe la scène médiatique depuis 4 mois maintenant. Je parlais bien sûr du projet de loi travail. Après une deuxième utilisation du 49.3 par le gouvernement, le projet vient d'être adopté par l'Assemblée nationale. Il y aura une lecture définitive le 20 juillet. En face, les opposants à cette loi, emmenés par la CGT et Force ouvrière, ne désarment pas et promettent de nouvelles actions après l'été. C'était l'un des débats de l'année aussi pour Tout Éco. Nous avions rassemblé sur le plateau des pour et des contre. Voici quelques extraits de leurs échanges. Moi, je fais partie des gens qui pensent que le travail, c'est une belle activité, qui peut redonner sa dignité et qui aide en tout cas l'homme à trouver sa place. Le travail, c'est une reconnaissance sociale. Et que quand on n'en a pas, c'est une grande souffrance. Quand on en a trop, c'est difficile aussi. Et puis le deuxième mot-clé, puisque je suis juriste, c'est le mot droit. Pour l'associer au droit du travail, parce que je pense que cette activité humaine particulière doit être réglementée à minima. L'avenir de la France, c'est nous. Et c'est clair qu'on n'a pas envie d'arriver dans un monde du travail où on sera travailler dans des conditions précaires. Ça nous, on n'a aucun intérêt à ça, nous, aujourd'hui. Du fait qu'on devienne des travailleurs jetables, on sera tout le temps jeté et les chômeurs vont varier beaucoup plus souvent, mais il y aura toujours autant de chômeurs. J'ai jamais entendu dans mon entreprise le mot de salarié jetable et je voudrais jamais l'entendre. Actuellement, moi je côtoie une jeune là où je travaille, ça fait 7 ans qu'elle est en CDD, elle cumule des CDD, elle est épuisée par cette recherche. Des allégements de charges, il y en a eu plein depuis 40 ans, Balladur, Juppé, Fillon, voilà, et pour autant ça ne part pas à grand chose. Le MEDEF, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils ont la même rengaine. Eh bien oui, je vous le dis, nous avons la même rengaine depuis 40 ans et ça fait 40 ans que la situation de l'emploi en France se dégrade. C'est aussi cette réalité-là, ces sociétés qui se précarisent, des personnes qui ne voient plus le bout du tunnel. Est-ce que c'est ça le projet de société qu'on veut
donner à la jeunesse? Moi, je pense pas. Si vraiment ces lois passent, c'est une thatcherisation de la société, du travail, et pour moi, c'est pas acceptable. C'est le dominant-dominé. Ils se situent un peu comme ça quand ils sont en recherche d'emploi, c'est trouver un poste avant tout. Tous ces mots-là, moi j'ai un peu de mal avec, c'est-à-dire dominant-dominé, ça j'ai du mal, même je comprends pas. L'accord d'entreprise est dangereux. Il ne faut pas inverser la hiérarchie des normes, il faut toujours que on protège mieux le salarié. On peut en effet peut-être réformer, simplifier le droit du travail, mais en gardant ses fondamentaux, les protections, parce qu'il y a des inégalités entre les employeurs et les salariés, donc il faut garder cet équilibre. On n'est pas du tout dans l'air du temps, quoi. Donc c'est pas la même planète. Vous avez raison, vous n'êtes pas de la même planète. On vient de l'entendre, Hervé Balusson, deux camps qui ne sont pas sur la même planète, deux visions du monde du travail qui paraissent irréconciliables aujourd'hui. Et voilà ce qui ressortait de notre débat sur la loi travail lors de ce numéro de Tout Éco. Quel est votre sentiment par rapport à ces mois de manifestation que l'on a vécu autour de ce projet de loi ? Oh, ces mois de manifestation, vous savez, on est aujourd'hui dans une économie qui est en train de bouger, qui devient mondiale. Il faudra qu'on s'adapte. Toute cette histoire d'avoir on joue sur la peur, on joue sur beaucoup de choses, et c'est du vieux dogmatisme qu'il faudra qu'il disparaisse, et tout ça c'est une histoire un peu de temps. Alors, et ces jeunes qui descendent dans la rue, qui parlent de précarité. Oui, enfin, ces jeunes justement de la génération Y. C'est là qu'ils sont surprenants, et c'est bien parce qu'ils sont génération Y. D'un côté, ils sont capables de changer de boulot en 2 heures, et puis de l'autre côté, ils vont nous faire des grandes histoires sur le temps de travail et ce genre de choses, alors que la société qui va venir, elle va être plus justement dans un monde qui va tourner avec des entrepreneurs, du Airbnb, enfin ce genre de choses. Et ça fragilise pas les parcours professionnels? Aujourd'hui, 80-90% des embauches se font en CDD. Oui, et on va vivre dans un monde, qui va bouger. L'économie qui est en train de muter, elle va pas vers la sécurisation, elle va plutôt vers, des mutations où il va falloir être très caméléon. Et c'est là l'inquiétude justement. Malheureusement, c'est parce qu'on a un cerveau de Français et qu'on a un peu de mal dès qu'on bouge notre, la moindre ligne qu'on avait imposée, ça provoque des perturbations mentales phénoménales. Mais bon, faut arrêter. Aujourd'hui, si vous allez dans le monde asiatique, le monde nord-américain, ils sont en pleine mutation. Alors, de grâce, qu'on avance, et surtout qu'on n'est pas les derniers pour justement mettre en place et faire bouger des lignes. On va vous parler de remise en cause des acquis sociaux aussi. Oui, cette histoire, on va pas rentrer dans le sujet. C'est pas vous en pensez quoi de cette loi travail? C'est pas ça qui fera. Moi, pour moi, ça va dans le bon sens selon vous? Non, pour moi, c'est de loi travail, oui ou non. Cette loi travail, pour moi, c'est un non-événement. C'est de la politique. C'est deux camps qui sont en train de s'affronter. C'est des histoires de personnes. Mais vous pouvez pas vous dégager de ça. En tant qu'entrepreneur ici, vous avez des salariés, 250 en France. Vous avez une responsabilité par rapport à ça. Le sujet de la loi travail, on l'a jamais abordé dans l'entreprise. C'est même pas un sujet. Et les gens qui veulent partir, ils partent. Les gens qui vont rentrer, ils rentrent. Ceux qui s'estiment qu'ils ne sont pas payés assez, ils vont voir chez les concurrents. Cette loi va permettre de licencier plus facilement, en tout cas pour les entreprises qui ont une baisse. Si on a un gros taux de chômage, on ne se pose pas la question pourquoi on a 10% de taux de chômage ici en France, 5 en Angleterre, alors que vous avez vu ce qui se passe en Angleterre et 5 en Allemagne. Il y a quand même des questions à se poser. Et alors c'est quoi vos solutions? C'est justement de libéraliser tout ça. Donc un code du travail moins rigide, plus souple, licencier plus facilement. Est-ce que vous pensez que licencier plus facilement va permettre de recruter plus facilement? Est-ce que vous croyez qu'un patron il licencie par plaisir? Tout ça, c'est la santé économique d'abord. C'est de l'économie d'abord, et le reste suit. Et c'est vrai que après, ces fameux patrons salauds qui gardent tout pour eux, ça je suis d'accord là-dessus. Où il faut essayer d'être vigilant. Mais le reste, c'est du dogmatisme et c'est tous ces blocages. Vous ne pensez pas qu'il y a Mais c'est pour l'intérêt des corps. Vous ne pensez pas que ça révèle un certain malaise? C'est de la politique et c'est de l'intérêt des corps intermédiaires. Pour vous, il n'y a pas
un malaise dans la société et puis peut-être une vision de l'entreprise. C'est les journalistes qui nous présentent le malaise dans la société. Quand vous discutez avec les gens, il n'y a aucun problème. Vous pensez qu'il n'y a aucun souci? Que vous discutez avec les gens. Les jeunes qui, dans ce reportage, parlaient de... Ça, c'est grave, par contre, chez nous, les jeunes qui ne trouvent pas de boulot. Et il faut se poser la question, pourquoi ils ne trouvent pas de boulot? Alors que dans tous les autres pays européens, ils en trouvent. Allez aux États-Unis, j'ai une fille qui est en Angleterre, une autre qui est arrivée aux États-Unis. Elle trouve du boulot en 2 jours. Et ici, et avec des bons bagages. Donc il faut se poser la question, justement, le pourquoi. Je pense que c'est un vrai sujet. Est-ce que cette loi travail va permettre d'embaucher davantage et permettre aux jeunes justement de trouver du travail? Non, je vous ai dit, c'est de la politique et des histoires de personnes. Mais il faut une vraie réforme de tout ça. Alors la réforme, c'est aussi cet article 2 dans ce projet de loi. Donner la primauté aux accords d'entreprise sur les accords de branche. Je n'ai même pas regardé, je ne veux même pas savoir ce que c'est cet article 2. Pour moi, c'est du cinéma, tout ça. C'est là justement, si on veut une France demain moderne et active, c'est là qu'il faut arrêter toutes ces histoires et machin. Et je descends dans la rue et je provoque. Vous avez des syndicats au sein de votre entreprise? Non, justement. Non. Vous n'avez pas de syndicat? Non. Et vous n'en voulez pas? Non, c'est par de la carence. Si, il y en a bien sûr des comités d'entreprise, mais c'est les syndicats qui sont non actifs. Mais bon, tout ça, c'est dû parce qu'on est des jeunes entreprises d'ailleurs, et qu'ils fassent attention justement ces syndicats, parce que quand dans la mutation de l'économie, si toute cette vieille économie elle a du mal à suivre, les syndicats n'auront même plus leur place. Donc vous, cette loi travail, elle ne va rien changer pour vous, pour votre activité, pour vos relations en interne dans votre entreprise, ça ne va absolument rien changer. Non. Il n'y a rien dans cette loi. Il n'y a rien et les autres sont en train de faire du cinéma, enfin bon. On en reparlera peut-être au mois de septembre, pour voir ce qui se passe. Merci. Hervé Balusson, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation. C'était le tout dernier numéro de Tout Éco. J'en profite pour remercier notre partenaire Audencia qui nous a accompagnés depuis 2 ans dans la préparation éditoriale de ces émissions, en particulier André Sobzak et Anne-Laure Guilleneuf. Merci à Nico et Glenn qui ont assuré aujourd'hui la technique, l'image et le son. Merci à Noémie Lagueste également. Une page se tourne, je la tourne avec gourmandise. Après 8 années passées à Télé-Nantes, j'ai décidé de bifurquer sur d'autres terrains de jeu. Une carrière professionnelle se construit aujourd'hui, plus qu'hier peut-être, avec des virages. J'espère que celui que je vais prendre sera contrôlé. Je suis sûr d'une chose, en tout cas, le journalisme sera toujours mon pays d'origine. Ciao. Le Tout Éco vous a été présenté par Audencia Business School.